Bonjour, donc je vous remercie de nous rejoindre pour ce webinaire. Il est issu des travaux que le GTALM a lancé. Donc le GTALM, c'est une suite de travaux qui avaient été commencés il y a à peu près 2 ans et on a repris en janvier 2020. Donc déjà, pour commencer, peut-être des éléments de contexte. Voilà, donc comme je disais, donc les travaux, on a cherché à comprendre les impacts de la crise sanitaire, donc qui a été déclenchée en mars, sur la solvabilité et d'une compagnie d'assurance type. Alors pourquoi on s'est intéressé à ce sujet? Déjà, le contexte n'était pas favorable, je dirais, avant le Covid. On avait déjà un contexte de taux qui était celui qu'on connaît de baisse depuis plusieurs années. Et même s'il y a eu un petit mouvement de reprise l'année dernière, les taux sont redescendus depuis. Le Covid, vous l'avez tous suivi, hein, des actifs qui ont subi de très fortes baisses, que ça soit au niveau des actions, mais au niveau des obligations, avec dans l'autre sens la hausse des spreads. Donc, en parallèle, on a vu des assurés toujours frileux. Donc, certes, l'année dernière, quand même beaucoup plus de souscriptions. La PARUC a été beaucoup plus souscrite au niveau de l'assurance vie, mais des assurés quand même qui restent frileux au niveau des produits risqués, un décollage notamment des produits de type euro-croissance qui ne s'est pas fait. Et puis, à la fin de l'année 2019, on a eu la proposition, enfin l'arrêté qui a permis de prendre en compte la PPE, une partie de la PPE dans les fonds propres excédentaires, et qui n'a pas facilité, je dirais, l'analyse des ratios NN-1 entre fin 2018 et fin 2019. Donc face à ce contexte, on a voulu, au sein du GT, essayer d'étudier les impacts de cette crise financière avec l'aide de Fractal, donc qui fait partie du GT et qui nous a aidé avec l'outil Solveo à bâtir une compagnie type avec un profil type d'actifs et de passifs, à lancer des runs et à regarder en simulation ce que ça pouvait donner, à la fois au niveau de la solvabilité et de certaines sensibilités qu'on va vous décrire. Donc, comment on l'a fait? Donc, on a pris une société qu'on a appelée Type. C'est une société d'assurance vie, épargne. Pourquoi? Parce que ça nous intéressait notamment de regarder, comme vous le savez tous, les interactions actifs-passifs et la solvabilité dans un contexte de partage assureur-assuré. Donc, cette compagnie, elle gère un produit multi-support, donc qui est tenu par un assuré de profil moyen, qu'on vous décrira par la suite. Au niveau de son actif, elle a également une structure d'actifs qui est à l'image de la structure type qu'on a retenue sur les données publiques publiées par l'EIOPA à fin 2019, avec donc une allocation d'actifs, avec une représentation de titres actions immobiliers, des OPCM actions diversifiées, monétaires et obligataires, des plus-values, donc elle aussi issue de données, cette fois-ci à fin 2018, puisqu'on n'avait pas le détail de la richesse à fin 2019. On n'a pas encore toutes les publications, notamment de la CPR, sur le détail des richesses des compagnies d'assurance vie. Et puis, on n'avait pas non plus à notre disposition une étude qu'on aurait pu faire sur la base des SFCR des compagnies d'assurance vie. Donc, on a pris 2018 et on l'a extrapolé pour avoir une idée à fin 2019. On a ventilé les titres obligataires, donc en format corporate et en format titre d'État, avec des échéances, des maturités et une qualité de crédit donc représentative. Et puis, on a reconstruit un bilan avec des fonds propres, une réserve de capi et un niveau de PPE, là aussi représentatif d'une compagnie type du marché. Donc ça nous a amené, en construisant en reprenant toutes ces données, à simuler un taux de couverture du SR en début de simulation qui était de 275%, y compris les fonds propres excédentaires, donc ce qu'on peut retenir de la PPE. Et on a donc regardé que c'était comparable à ce qui avait été publié par la CPR à fin 2019, donc le ratio de 265%, ce qui nous a permis de nous conforter
dans le fait que cette compagnie était bien au départ, alors tant que faire se peut, représentative du marché. Alors, elle est représentative, mais évidemment, puisque vous tous qui êtes connectés, qui appartenez à des compagnies diverses, c'est une approche moyenne. Donc, en caveat, on peut dire que, évidemment, ce ne sera pas, c'est une représentation moyenne. Donc, il y aura de la diversité dans les analyses que vous avez pu faire en propre sur vos compagnies. Et donc, on a quand même, bien que, effectivement, là aussi, les niveaux de PPE soient tous différents dans les compagnies, on a souhaité quand même faire des simulations avec et sans la PPE pour vous montrer l'impact que ça a dans le ratio de solvabilité. Comme je l'ai expliqué en introduction, donc on a lancé toutes les simulations sous le logiciel Solveo avec l'aide de l'équipe Fractal qui nous a aidé à constituer les données, qui les a introduites dans le logiciel, qui nous a aidé à analyser les résultats qu'on a discutés au sein du GT, à fixer les hypothèses et à décider ensemble des sensibilités qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Le GSE, on l'a calibré de manière à avoir des taux négatifs qui ont été des taux négatifs où on en a jusqu'à moins 4%. Par contre, il n'a pas été recalibré, le GSE de base, par rapport au décalage de spread qu'on a connu à fin mars, et on a voulu introduire cette prise en compte des spreads sous forme d'une sensibilité. Et puis, au niveau du GSE, toujours, on avait une volaction qui était très forte en mars 2020, puisque la baisse des marchés actions s'est accompagnée d'une très forte hausse de la volatilité. Donc, on a introduit une notion de volatilité qui dépend de la maturité. Alors, donc, merci Valérie. Simplement, donc la présentation, nous sommes trois. Hein, donc, Martine, Valérie, moi-même. Valérie va faire l'introduction et la conclusion. Je vais simplement décrire un petit peu de manière plus précise les hypothèses qui ont été synthétisées clairement par Valérie. Et puis Martine, qui est à l'œuvre de tous ces calculs, va exposer un petit peu les résultats. L'objectif, bien sûr, hein, étant de comprendre que va-t-il se passer dans le contexte actuel à partir de cette situation de départ qui est une situation moyenne. Alors évidemment, une situation moyenne ne veut pas dire que chacun va être exactement identique avec cette situation moyenne, mais au moins comprendre ce que ça va donner en moyenne. Et bien sûr, la question qu'on se pose tous, est-ce qu'il y aura assez de fonds propres pour tenir le coup et dans quelles conditions, dans quelle configuration? Alors peut-être du coup, voilà, on va passer à la slide d'après pour comprendre un petit peu comment se caractérise très précisément cette société type et telle qu'elle a été modélisée dans ce groupe de travail. Donc voilà un petit peu la société type qui a été modélisée. Alors, on a pris un bilan global de 2 milliards d'euros. Bien sûr, 2 milliards d'euros, ce n'est pas la somme ou la moyenne, je dirais, des sociétés types, mais c'était, je dirais, un volume suffisant pour prendre en compte un petit peu la complexité des différents bilans et de la reproduire autant que possible. Donc, je dirais, cette société type, elle a été, entre guillemets, calibrée, décrite par rapport à l'actif, alors que vous voyez ici sur ce slide. L'idée étant, alors d'abord, tous ces chiffres ont été fondés peu ou prou sur effectivement tout ce qui a été communiqué par l'EIOPA au 31/12/2019. Hein, encore une fois, on le rappelle, l'idée c'était de prendre la situation à fin d'année et d'essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé entre 31/12/2019 et 30 mai, même après, on verra ça tout à l'heure. L'idée étant donc de reconstituer l'actif de manière assez précise. Donc déjà, première problématique, c'était l'allocation stratégique des actifs. On a, comme vous pouvez le voir, pris en compte l'ensemble des actifs classiques d'une compagnie d'assurance, donc des obligations, qu'elles soient corporate ou non, c'est pas précisé ici, mais il y a effectivement un volume d'obligations corporate ou obligations d'État, des actions cotées, voilà, à hauteur de 6 et 10%, donc un taux qui est quand même assez élevé globalement, mais qui est représentatif visiblement de la moyenne. Et puis tous les véhicules de type OPCVM action, OPCVM obligataire, OPCVM monétaire, OPCVM diversifié, OPCVM immobilier. Donc, la somme de tout ça doit bien faire une 15-20%. Donc voilà, donc, au global, c'est assez significatif. Plus, effectivement, tous les autres titres classiques, liquidité, prêt immobilier direct. Bon, voilà, je dirais, c'est l'ensemble des titres d'actifs classiques d'une société d'assurance. Dans le gros paquet, on n'a pas pris en compte des choses très complexes de type produits dérivés
d'autres titres très exotiques. Voilà, l'idée, c'était de rassembler. Déjà, vous allez voir que c'est assez compliqué d'avoir essayé de reproduire autant que possible, je dirais, un bilan moyen de société d'assurance. Alors aussi, ce qu'on a oublié de mentionner, c'est que dans cette société type, en fait, on a voulu bien sûr orienter cette étude par rapport à un produit d'épargne, et un produit d'épargne qui serait un multi-support. Alors, autrement dit, il y a une composante unité de compte et une composante actif en euros. Donc là, ce que je viens de décrire, c'est actif en euros. Bien sûr, il y a, je dirais, la composante identique côté unité de compte, dont la répartition est présentée dans le tableau en haut à droite. La complexité aussi de cette étude a été non seulement de prendre en compte la ventilation des actifs par nature de titre, mais également de tenir compte des plus-values, encore une fois, à un niveau qui soit crédible et qui soit comparable à celui qui pourrait être observé en moyenne dans les sociétés d'assurance. Donc le taux de plus-value latente, comme vous pouvez le voir, il est exposé dans le support en bas à droite, sachant que voilà, de manière pas du tout étonnante, je dirais l'actif immobilier était fortement plus-value latente. Les actions aussi sont plus latentes, mais certainement ce taux était un peu plus faible qu'il aurait pu l'être si on n'avait pas été au 31-12 de cette année. Les actions cotées, et puis voilà, tout le reste, et puis les obligations, le contenu du portefeuille, un taux de plus-value latente qui est entre guillemets relativement modéré par rapport au reste du portefeuille. Par contre, le volume d'obligations de manière générale étant très important, quelque part, ce volume de plus-value latente, on va le voir dans les études qui viennent, a un impact important. Alors, on va passer à la slide d'après. Alors, je ne sais pas si je peux le faire moi. Voilà, je peux le faire. À la slide d'après qui explique un petit peu comment ce portefeuille d'actifs a été décrit. Donc, indépendamment de l'allocation stratégique, par nature de titre, cette étude a souhaité reproduire, je dirais, la nature des titres obligataires par notation et par duration, sachant que, bien sûr, la notation à duration donne souvent des spreads et une indication de taux de rendement. Donc, voilà, sans rentrer dans le détail, mais comme vous pouvez le voir sur cette slide, notre portefeuille d'obligations, donc qui se compose d'environ un peu plus de 70% d'obligations dans le portefeuille, a respecté, je dirais, la ventilation des durations respectives de portefeuille par notation et par taux. Et sachant que pour ce que précise ce support, pour modéliser l'ensemble des actifs avec leur duration respective, il a été nécessaire de modéliser un certain nombre de titres, plus de 180 titres, dont 48 pour chaque nature de titre obligataire, voilà, à mettre en phase avec les différentes mailles qui sont vues là. Donc, toutes les notations ont été représentées de double B à triple A, comme ce qu'on peut voir de manière classique dans les sociétés d'assurance. Cette répartition a été prise en compte par rapport au rapport ACPR qui ont été transmis, et ce rapport en fait nous donnait un peu les Smarties en haut à droite qui ont permis de donner cette étude. Voilà, le TRA moyen est de 202% dans ce portefeuille. Et une duration de 5,38 années, oui, j'ai oublié de préciser, mais enfin, vous avez tous lu en bas sur le slide en bas à droite. Alors, comme on le précisait aussi en introduction, donc c'est un produit multi-support, donc un support en euros et un support en unité de compte. Le support en euros représente 84% des engagements, et donc 16% d'engagements en unité de compte, encore une fois, en début de simulation au 31-12. Dans les supports en euros, on a aussi souhaité avoir deux critères qui sont importants de notre point de vue. D'abord, une ventilation des contrats par taux garanti, puisque dans les portefeuilles aujourd'hui, il y a une multitude de taux garantis. Alors même si un gros paquet est à 0% brut, d'abord il y a 0% brut et net, donc déjà il y a ces distinctions qu'il faut faire. Et puis il y a quand même de vieux contrats qui ont des taux de rendement, des taux garantis, qui sont un petit peu supérieurs. Donc voilà, on a pris en compte 6 types de contrats avec un TMG brut moyen de 0,75%. Des contrats multi-supports. La grande difficulté de cette étude, là où finalement le groupe de travail a mis pas mal de temps à se mettre d'accord, ça a été de prendre en compte la répartition de la réserve de capitalisation et la participation des FIS. D'abord, la PPB, elle est extrêmement importante puisque on la prend en compte dans le taux de couverture
du SR, donc son poids va être d'autant plus important que son montant sera élevé et son impact sur le taux de couverture sera d'autant plus important que cette PPB est importante, bien sûr. La réserve de capi, on la décrit même plus, mais comme effectivement il va y avoir des tests, des stress tests, ça sera la poche qui va permettre d'absorber les éventuelles pertes liées à des cessions obligataires en moins-value. Autre chose, on a considéré dans le contrat des gens qui ont 45 ans à la souscription, mais ventilés avec des anciennetés différentes. Donc aujourd'hui, le portefeuille qui a été considéré, c'est plusieurs PowerPoint avec des âges différents. Ensuite, une courbe de rachat a été mise en place de manière extrêmement classique, donc des rachats conjoncturels, des rachats structurels avec des taux, je pense, tout à fait classiques dans la matière. Le taux de PB, pareil, il a été pris en compte un taux de PB par rapport à une régression sur les références qui ont été obtenues. Et puis surtout, ce qui est important de souligner dans cette étude, puisque l'idée c'est de considérer quand même un contrat qui est entre guillemets moyennement rentable, qui est rentable, pas moyennement, mais qui est rentable. Alors il est rentable de deux façons. D'abord, son taux de chargement, 0,65%, est supérieur à son taux de frais réel. Donc, il y a en quelque sorte une marge de gestion qui est faite de l'ordre de 0,37%. Et puis, bien sûr, un taux de participation au bénéfice qui n'est pas de 100%, qui peut varier, alors qui peut varier selon le contrat et selon les scénarios et les stress de scénario. Mais donc, il y a une autre marge qui peut être faite sur cette participation au bénéfice. Donc, voilà. Donc un multi-support assez classique avec des âges moyens de 45 ans, mais répartis avec des anciennetés différentes. 6 types de contrats avec des taux garantis, et puis une répartition euro-UC, comme vous pouvez le voir sur ce slide. Alors, je me dépêche parce que je crois que le temps tourne. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces sociétés d'assurance? Alors, première remarque, comme le disait Valérie en introduction, d'abord, le taux de couverture de départ est de 267%, avec prise en compte de la provision de participation bénéfice, donc je dirais souplesse qui avait été accordée par les autorités de contrôle dès la fin de cette année. Étant entendu que si on retirait cette souplesse, ce taux de couverture est de 202%, et vous allez voir dans les études qui vont être faites tout de suite après, on a souhaité mettre cet indicateur, est-ce qu'on prend en compte ou pas cette provision de participation bénéfice pour quelque part savoir qu'est-ce qui se serait passé si on avait été dans l'ancien monde ou avec les anciennes règles, et en quoi ces nouvelles règles nous permettent, entre guillemets, d'avoir un peu de bouffée d'oxygène par rapport à la situation. Voilà, voilà ce qu'on peut dire. Donc, voilà ce qu'on peut dire, je pense. Voilà, je pense que je vais plutôt laisser maintenant Martine s'exprimer. Ah oui, j'ai oublié de dire, s'exprimer sur ces projections. Je vais y aller très rapidement. Donc, bien sûr, ce type d'études nécessite énormément d'hypothèses. Donc, des hypothèses d'abord de return, donc il est de 5% sur les actions ventilées entre 2% de dividendes et 3% sur la partie indice. Alors, dividendes modulo, tout ce qui se passe en ce moment sur la partie Covid, où on incite les entreprises à ne plus verser de dividendes si elles ont bénéficié du chômage partiel. Voilà, donc on a été complètement exemple de cette problématique-là. Immobilier, on a supposé un taux de rendement de 4% avec 3% de loyer, 1% d'indice. Comme c'est décrit en gras sur le document, on n'a pas souhaité prendre en compte l'impact lié à la crise Covid-19. Autrement dit, on n'a pas voulu anticiper les différentes mesures qui vont être prises, différentes problématiques. Alors, modulo un certain nombre de stress tests que Martine va exposer un petit peu plus tard, mais voilà, l'idée c'est ça. Et puis bien sûr, dans la projection, on a respecté la participation au bénéfice avec la règle des 8 ans. Et, on a versé le minimum réglementaire à chaque fois, et en termes de PB et en termes de taux garantis lorsqu'il y avait des taux garantis. Et puis simplement, donc ça c'est une remarque, alors je ne sais pas si on l'a été très appliquée extrêmement souvent, mais dans les différents scénarios, l'idée c'était d'avoir une marge financière, mais qui n'excédait pas dans tous les cas de 0,5% des provisions techniques, provisions mathématiques sur tout service. Voilà, donc je dirais un scénario central assez classique, et puis exemple en quelque sorte des différentes problématiques liées à la crise du Covid-19. Donc quelque part, c'est pas optimiste, mais voilà, ça ne prend pas en compte la noirceur absolue qu'on pourrait envisager si on prenait tous les effets de crise du Covid-19. Voilà, et simplement, pour la répartition du SCR, j'en termine là, Martine, je te laisse la main. Voilà, donc une répartition assez classique, et simplement pour vous dire, donc compte tenu de cette bonne adéquation actif-passif côté obligataire, on s'aperçoit que finalement, c'est le SCR equity qui est assez important dans le SCR marché,
Mais bon, voilà, enfin, c'est pas plus important que ça. L'idée, c'est que ce SR effectivement est représentatif de cette société moyenne type. Martine, je te laisse la parole. Je vois passer une question sur... Allô, vous m'entendez maintenant ou non? Oui, ça y est. D'accord, excusez-moi. Excusez-moi, alors, c'est bon, maintenant vous m'entendez. Et juste une précision sur les ratios, il y a des ratios qui apparaissent avant, je crois que c'était une des questions qui était posée. Et il y a un ratio que c'est celui qui était publié, il y a un ratio que c'est celui que nous on trouve, et on a un écart qui était assez faible, mais il faut un peu séparer tous les deux. Et maintenant, je reprends et on va faire d'abord, on va regarder les résultats d'un scénario central, et celui qu'a présenté Michael, dans lequel on ne fait pas d'hypothèse de Covid. C'est juste un petit peu pour voir comment réagit le portefeuille, qu'on soit dans quelque chose qui nous fasse du sens et être plus rassuré sur ce qu'on est en train de modéliser. Ensuite, on va mettre les conditions de marché de les derniers 5 mois et voir comment les portefeuilles réagissent. Et à la fin, on fera quelques hypothèses sur le futur. Évidemment, c'est que des hypothèses, mais ça peut nous donner des idées de ce qui pourrait arriver, en tout cas, dans un scénario plutôt agressif. Alors, je commence par le scénario central. Bon, c'est juste, je voulais juste vous montrer que dans un scénario où il ne se passe rien de particulier, on a des flux qui sont plutôt stables, tranquilles. On a, soit on met des affaires nouvelles, ou une peine qui augmente fur et à mesure, parce qu'on a une collecte positive, si on est en run-off, elle diminue tranquillement. On a un taux de rachat qui c'est celui qui prend la main sur les prestations parce que les décès est plutôt faible. Et même dans ce scénario qui est plutôt positif, on arrive à avoir un rachat conjoncturel qui est dans quelques années négatif. Je ne vais pas me concentrer sur cette slide, c'est juste pour vous dire qu'on a contrôlé un peu ce qui sort du modèle avant même d'entrer sur ce qui nous intéresse le plus, et c'est la situation Covid. Alors, regardons maintenant l'impact de la crise. Alors, qu'est-ce qu'on a regardé? Ok, on a considéré déjà les impacts sur les actions. Vous l'avez bien vécu, on a passé d'un indice CAC qui était presque à 6000 et en mars, il avait beaucoup descendu et là, il commence à reprendre un petit peu la couleur jusqu'à mai et aujourd'hui, il a encore remonté un petit peu. Et on voit aussi que les spreads dans les mois de mars, ils se sont beaucoup ouverts, et ce qui a eu un impact aussi très important sur notre calcul. Et comme l'indice action, ils sont récupérés au fur et à mesure les derniers 3 mois. Et on va voir les impacts de tout ça. Après, on a aussi considéré le taux long qui est très proche de 0, entre 10, et une inflation qui a plutôt diminué dans cette période-là. Martine, ouais. Il y a une question pour savoir s'il y a des garanties planchers modélisées. Non, on n'a pas mis de garanties planchers dedans. On a resté sur des choses, on n'a pas mis de produits structurés sophistiqués, on n'a pas mis de garanties planchers. C'est une très bonne question parce qu'effectivement, tout de suite, les garanties de la garantie plancher peut-être touchées. Alors non, il n'y en a pas. Et après, aussi très très important, on a les effets sur les DAPNER et sur le volatility adjustment qui vont avoir des impacts contre-cycliques dans le sens contraire de la crise qui sont très importants. Déjà, côté DAPNER, au 31-12, on avait un DAPNER qui était presque nul. Et avec la chute très forte d'action, on a un DAPNER qui est à moins 10, qui va diminuer la quantité de chocs actions de façon importante. Et au fur et à mesure que les marchés se récupèrent, bon, il redevient, dans ce cas, moins 8,45. Après, on verra qu'il peut diminuer encore, bon, s'approcher à 0 un peu plus. Aussi, les volatility adjustment. Donner la crise, donner l'ouverture des spreads en particulier, il va faire un saut de 7 à 46. Je crois qu'il y a un moment qu'on ne voit pas en 46 en volatility adjustment.
Et au fur et à mesure que les spreads ont revenu, la volatilité adjustment a redescendu. Voilà. Alors ça, c'est les arrêtés qu'on a considérés dans notre étude, et c'est arrêtés passés, c'est arrêtés que probablement la plupart de vous ont dû étudier. Et celui des mai nous intéresse beaucoup parce que ça commence à donner une idée, c'est qu'on pourrait avoir sous les T2. En fait, on a les T1 arrêtés 03-2020. On commence à avoir une idée des calculs qui seraient à partir des données qu'on aura ce soir pour pouvoir faire les calculs. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a déjà, vous voyez bien, on va présenter d'un côté, si on prend en compte la PPE admissible, nouvelle réglementation, et si on ne la prend pas en compte. Là où déjà, dans notre point d'écart, on a 60% d'écart dans notre ratio de couverture. Une fois qu'on passe sur l'arrêté de mars 2020, on a une chute très, très importante sur les ratios des modèles. On sait que les marchés étaient très, très, très largement affectés. Dans notre modèle, en tout cas, on voit autour de 120 points des chutes de ratios avec ou sans PPV admissible, ce qui est très, très, très important. Vous l'avez vécu. Si c'est que vous ne l'avez pas vécu, bon, ça, je sais que c'était très important. Et après, on voit qu'effectivement, avec la façon que les marchés se récupèrent, et au fur et à mesure, les ratios se récupèrent. Peut-être une observation, c'est que les 100 PPV admissibles, en mars 2020, on est déjà plus bas que 100%, c'est important, mais bon, en fait, c'est avec PPV admissible qu'il faut regarder aujourd'hui. Et on commence à se récupérer, on monte à 101, 111, et sûrement, en regardant les actions au niveau d'aujourd'hui, ça devrait monter encore peut-être 10 points de base ou 5 points de base pour juin 2020. Hein? Ensuite, c'est très important ici de aussi prendre en compte le fait que comme on est sur un ratio, il faut regarder séparément les numérateurs et les dénominateurs parce que les deux sont impactés par tout ce mouvement-là. Et c'est ce qu'on fait dans cette slide qui suit. On va avoir une partie numérateur qui correspond à la richesse qui le portefeuille a, et il perd énormément de valeur. Et dans les passages entre décembre et mars, et après on récupère un petit peu, et d'un côté dénominateur, et d'une façon semblable, les SR va diminuer, ce qui est complètement logique, parce que les volumes sur lesquels il est basé est beaucoup plus petit. Alors, il y a une diminution de deux côtés, mais c'est la relation de deux qui va faire que le pourcentage soit celle que je viens de vous présenter. Et voilà, on a les impacts en valeur de marché, on voit une très grosse perte en mars. OK. Je continue. Non, c'est là. Et aussi, il y a peut-être plusieurs éléments à prendre en compte entre ce passage entre décembre et mars, qui c'est le point le plus bas. Et d'un côté, il y a un impact qui se voit sur les taux d'intérêt, qui est lié à la façon comme la duration se déforme liée au mouvement des marchés. Et il y a un impact très, très important, peut-être le plus important de cette crise-là, et c'est autour des chocs d'equity, où on voit les dampeners entrer très fortement à jouer dans son rôle contre-cyclique. Fait d'un côté, évidemment, il a un effet assiette, parce qu'en ayant moins d'actions, on a moins de surfaces à choquer, et après, en avoir un dampener qui change de façon importante les chocs, on va avoir effectivement une partie de ces réactions qui devient beaucoup plus faible et qui commence à avoir la même hauteur que notre SR de spread, qui était, en tout cas au 31/12/2019, beaucoup plus faible que celui des actions. Après, on a voulu prendre en compte les effets de la volatility adjustment, parce qu'on voit bien que l'ouverture de volatility adjustment aussi va jouer un effet contre-cyclique pour les portefeuilles. Et effectivement, si on récupère la volatility adjustment, en fait, peut-être j'aurais dû le dire depuis le slide qui venait ici en bas.
Et cette montée-là, il est quelque part aussi réduite par les effets contracycliques, soit les dames d'air, soit les volatilités adjustment, comme cette descente-là, elle est aussi réduite par cet effet-là. Et le simple effet de la volatilité adjustment entre les passages entre mars et avril va compter pour 20 points de couverture. Et voilà, peut-être on voulait faire un accent sur comment, et dans ce contexte des mouvements forts de marché, les éléments contracycliques des solvabilités 2 sont en train de faire des gros impacts. Ensuite, aussi, et voilà, ici on les voit d'une façon beaucoup plus claire. Il y a des questions, je ne sais pas s'il faut que je m'arrête ou... Alors, il y a 2 questions. Oui. C'était, est-ce qu'on a pris en compte des dégradations de notation sur le portefeuille obligataire? On va les faire tout à l'heure. Là, il ne s'est pas pris en compte, mais on les prendra en compte tout à l'heure dans notre projection future. Ça, on va faire un test de sensibilité, on va vous montrer les résultats par la suite. Ouais. Avez-vous modélisé l'impact sur les fonds propres en complément de l'impact SCR dans le cadre de cette étude via le ratio ESR? Oui, c'est vrai qu'on là on est très centré sur les ratios, mais oui, on a regardé les différents éléments du bilan Solvade. Mais je ne vais pas entrer là pour la simple raison que il faudrait que j'improvise les slides et je préfère rester sur mes slides. Mais oui, on les a regardés. Sachant qu'une partie de la réponse, elle est présentée en slide 18. Oui, tu as raison, la partie, le numérateur qui est ici. Voilà, c'est ça. Voilà. Oui, effectivement, il a une chute très, très importante des fonds propres. Et voilà, ici, on a les fonds propres. Comme on est en Delta Nav, on a pris au numérateur l'impact sur les fonds propres. Enfin, oui, ils sont contenus là-dedans. Hein. Exact. Il y a aussi la risk margin, il y a les bouts des PPB admissibles qu'on ajoute après. Mais oui, on a réintégré avec ce qu'il y avait de la PPB admissible et moins la risk margin. Oui, tout à fait. Oui, c'est une chute très spectaculaire, je dirais. Bon. Continuons. On a vu ça. Et ici, on voulait voir précisément l'aide qui donne volatilité adjustment et d'Abner pour éviter, pour amortir les chocs. C'est ce qu'on voit. En plusieurs cas, ça va lisser l'effet de les savoir. C'est la partie rouge. Les barres rouges vont bouger beaucoup moins fort que les barres bleues. OK. Voilà. Jusqu'à là, c'est un peu une photo de la situation. Après, évidemment, selon chaque compagnie, selon les compositions de chaque compagnie, les effets peuvent être un peu différents. Mais nous, on voit que le marché est très affecté et nos chiffres représentent une vision de cet impact de la crise sur les ratios et un petit peu la remontée douce sur laquelle on est et qu'on attendrait voir sur l'été 2. Et il y a des nouvelles questions. Non. Nouvelle question. Est-ce que le modèle a été utilisé pour des projections à fin 2020 et plus, et en prenant en compte une deuxième vague Covid? Voilà, et ça tombe très bien. C'est la section 4, oui. Ça introduit voilà. une partie. On n'a pas pris en compte une deuxième vague. Ce qui nous a intéressé, c'est plutôt qu'est-ce qu'il passe si, pour décembre 2021, on s'est dit décembre 2020, c'est intéressant, mais c'est un peu tôt. On va voir la force des impacts en décembre 2021 et ça donne le temps surtout aux défauts arrivés. Et la façon comme on a fait l'étude, ce n'était pas une deuxième vague de Covid, c'était plutôt dire qu'est-ce qu'il passe si ça ne remonte pas. On l'a arrêté en mai 2020, ce qui aujourd'hui il a remonté un petit peu, mais supposons que ça redescend au niveau de mai 2020, ce qui est déjà dur. Et aussi, qu'est-ce qu'il passe s'il y a une vague de défauts qui vient avec. En fait, on
on a l'aide de l'État qui, au fur et à mesure, il aura un moins, et ceux qui ne vont pas très bien, ils feront des défauts. Et il a une possibilité tout à fait réelle d'avoir une vague de défauts dans notre portefeuille et qu'il pourrait les impacts de cette vague-là. C'était un peu ça, c'est qu'on voulait capturer avec cette étude de sensibilité. Effectivement, c'est impossible de savoir ce qui va arriver. Ça peut être une deuxième vague, ça peut être plutôt des choses positives, mais notre sensibilité, c'était ça, c'est-à-dire on reste au niveau de mai 2020, et ensuite on ajoute du défaut et des dégradations des ratings aussi qui ont un impact pour nous, pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors, et en plus, bon, pendant cette période-là, on a fait une hypothèse des nouvelles affaires. Après, on s'est demandé si c'était un peu fort, mais bon, on l'a laissé quand même. On a dit, bon, on est capable de vendre 8,5% de l'APM en TMG, zéro brut, et pendant cette période-là, et ça va avoir des impacts. Alors, regardons un petit peu qu'est-ce que ça a donné. Et on a fait trois simulations. La première, prendre en compte l'effet que les marchés restent bas, et qui est bas, et avec des actions qui donnent rien. L'immobilier, on l'a laissé aussi stable, très bas. Et on a mis les nouvelles affaires qui, à la fin de la journée, diluent plutôt la plus-value latente plutôt qu'aider. Et en plus de ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est important de le dire, dans cette slide en bas, on a les Dapner qu'on a recalculé en prenant en compte le fait que les actions restent à un même niveau. Et comme les Dapner, ce qu'ils regardent, c'est si ça monte ou si ça descend. Le fait que les actions restent au même niveau va faire que les chocs actions, il va augmenter, même si les actions ils sont restées au même niveau. Les Dapner va aider moins. Et ça peut avoir un impact important pour la simple raison que les Dapner actions, ils jouent que dans le dénominateur et pas dans le numérateur. Il y a beaucoup de ces effets-là qui vont jouer au numérateur et au dénominateur. Les Dapner actions, c'est un des éléments qui joue d'un seul côté et en conséquence, il a un impact visible sur les ratios. Alors, effectivement, notre première ronde, c'était dire, bon, on laisse tout à un niveau bas, et on ne cède pas du tout, et là, seulement en faisant ça, on se trouve dans une situation très compliquée, et les ratios, il est moins de 100%, et c'est la PPB qui nous laisse un petit peu voir un peu de lumière. On voit qu'on a arrivé à garder la PPB, et peut-être on n'a pas fait l'accent, j'aurais dû le faire dès le début. L'effet que la PPB il est compté dans le numérateur, en fait, l'effet d'avoir de la PPB va faire que va jouer beaucoup maintenant dans les ratios, beaucoup plus que ce qu'on avait vu dans le passé. Il joue effectivement dans ce qu'on connaissait avant de cette technique de PPB admissible, dans lesquelles il va jouer numérateur et dénominateur pour défendre l'assureur et pour permettre mieux gérer les différents chocs ou situations compliquées. Mais maintenant, il y a un deuxième comptage, il y a un deuxième rôle qui va jouer en faisant le numérateur. Et on voit bien que dans cette simulation, il a pu rester avec de la PPB. Et en conséquence, la PPB admissible va permettre un ratio important. Ce n'est pas le cas quand on a fait les défauts. Quand on a fait les défauts, on a fait comme hypothèse, je me dirais, on a un petit peu débattu au sein du groupe de travail, ce n'était pas évident d'avoir une hypothèse de combien de défauts on pourrait avoir. On s'est dit, bon, on va faire une hypothèse de 20% de défauts, alors 20% des obligations corporate font défaut, mais ce n'est pas un défaut total, ce n'est pas un défaut sans recouvrement, c'est un défaut dans lequel on arrive à récupérer 70% de la valeur des marchés. Grosso modo, notre hypothèse des défauts, c'est évidemment une hypothèse, hein, ce n'est pas une prédiction, c'est un scénario de stress qu'on a trouvé intéressant et revient à 6% de pertes sur les obligations corporate. Et quand on a 6% de pertes sur les obligations corporate, il y a deux effets. Il y a un effet effectivement de valeur de marché qui va se voir dans les ratios, mais il y a un deuxième effet
et c'est que ce défaut-là, il va dégrader la production financière. Et en dégradant la production financière, on a pioché, en tout cas dans l'exemple qu'on est en train de présenter, dans la PPB. Et en piochant dans la PPB, on a diminué cet excédent de PPB qui permet, dans les ratios avec PPB, d'être plus haut. Et c'est pour ça qu'entre les cas sans défaut et les cas avec défaut, c'est la barre avec PPB qui se trouve le plus diminuée. Peut-être que c'était pas malin dans notre cas de les faire. Peut-être qu'on aurait dû essayer de garder la PPB, mais bon, c'est plus un résultat modèle quelque part qu'il a fait avec ses règles habituelles. Mais aujourd'hui, ça vaut vraiment la peine de se poser la question de garder la PPB dans les portefeuilles précisément pour cette ratio qui est là. Dans un troisième temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dégradé. On a dégradé les ratings. On a pris chaque obligation, chaque ensemble d'obligations, on a dégradé 15% des obligations d'un rating vers les ratings strictement inférieurs. Et c'est que se voit surtout dans les chocs du spread, car les spreads dépendent du rating, et en conséquence, notre choc de spread, il va augmenter parce qu'on a cette dégradation des ratings, et c'est les dernières parties. Et je vois qu'il y a des questions, je crois que je n'ai pas... Oui. Donc, on a une question de Nefissa sur la durée de validité de prise en compte de la PPE dans les fonds propres. Est-ce que c'est une mesure transitoire pour contrer contre la crise du Covid? Donc là, je peux répondre. Non, en fait, la PPE dans les fonds propres excédentaires, ça date de fin décembre 2019. C'était largement avant la crise. Et c'était plutôt, je dirais, une mesure d'accompagnement plutôt pour la baisse des taux qui a été très, très, très importante et qui, à fin septembre 2019, a montré une forte dégradation des ratios de couverture des assureurs. Donc, en fait, on l'avait déjà, cette mesure, on pouvait déjà l'appliquer. Elle pouvait, par contre, être appliquée pour 2020 de manière simplifiée, avec un calcul de 70%, en prenant en compte le fait qu'à fin 2020, il fallait faire un calcul plus exact. Mais on avait déjà la possibilité, à fin 2019, les ratios des assureurs tenaient déjà compte de cette possibilité d'avoir l'intégration dans les fonds propres excédentaires. On a une deuxième question pour toi. Le rationnel des 15% de migration de rating sur les titres obligataires. C'est un débat entre nous. Quelque part, c'est arbitraire. Et je crois que l'argumentation, ça peut être lié au fait qu'on a fait 20% des défauts. Quelque part, les défauts, c'est une dégradation, c'est une pire dégradation. Et on a dit, bon, les 15%, ça semblait cohérent, mais c'est pas... Il n'y a pas un grand argument pour faire les 15%. Par contre, Valérie, dans la suite du groupe de travail, peut-être que c'est vrai que par rapport à la deadline de la présentation, on a fait quelques stress tests. C'est vrai qu'on peut en faire plus pour que ces hypothèses, a priori, on peut les challenger en fonction de si c'est pas 20%, si c'est pas 15%, c'est 20%. Enfin, un peu ce que ça donnerait si on changeait d'hypothèse. Oui, tout à fait. Et on a eu un débat en interne, mais ça venait aussi d'une étude qui avait été présentée par un asset manager sur une étude de crédit on a retenu aussi ces chiffres sur la base d'une étude qui avait été présentée par un asset manager à un des membres du groupe de travail. Je crois qu'on a une autre question sur les management actions. Oui. On n'a rien mis d'exceptionnel. Donc comme ça, on a laissé le modèle faire ce qu'il fait normalement. Dans la vie réelle, je suis d'accord, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour éviter de vous trouver dans cette situation comme on est en train de la présenter. Voilà. Ensuite, on a une question sur est-ce que vous pouvez revenir sur l'impact sur les capitaux propres? Alors, oui, je vais répondre à la question qui est juste à côté en attendant la question sur les capitaux propres. Alors, il dit quelles sont les hypothèses de new business et rachat durant la projection, comment impacteront un run-off combiné à un hausse des rachats. En fait, dans la partie déterministe, si vous voulez, la partie dans laquelle on a fait les scénarios, on met un new business
qui, je ne me rappelle plus, 8% à peu près, on l'a mis dans un des slides. Par contre, dans la partie calcul sur le VAD, bon, on est dans la frontière des contrats qui nous laisse pas du tout du business. Et après, la question, comment impacterait un runoff combiné à une hausse des rachats? Je ne comprends pas exactement la question, je suis désolé. Je ne sais pas si vous deux... En fait, on ne l'a pas testé. On n'a pas regardé une situation de runoff et de rachat, en fait. On a pris une continuité d'affaires nouvelles avec un ratio de 8% d'approvision mathématique qui était issu des observations historiques. Et c'est vrai qu'on ne s'est pas mis en situation de crise sur le passif avec runoff plus rachat, pour l'instant. Oui, ce qu'on a oublié de préciser au départ, c'est que ce qui a été modélisé, ce n'est pas une situation de runoff, c'est une situation de poursuite d'activité sur des bases identiques ou proches de ce qui existe au départ, quoi. Il y a pas oui. En fait, on fait une hypothèse de 8, je crois que c'est 8,5, je vais vous dire exactement, 8,5 de nouvelles affaires de PM pendant entre mai 2020 et décembre 2021. Alors oui, il y a un peu de nouvelles affaires. Par contre, on n'a pas séparé les effets qui pourraient être liés à une hausse de rachat. On n'a pas considéré, mais c'est une vraie question, la réaction des clients vis-à-vis de la crise. On était là, voilà. On avait vu ces impacts-là et on se disait, bon, déjà, il a des effets. Il a un effet dampener qu'il faut faire. Je crois qu'il faut suivre avec attention dans vos calculs. Et parce que cette moyenne glissante, même si les actions restent bas, le choc il va remonter. Et effectivement, cette période, si les chocs restent bas, bon, c'est pas très positif en termes de TRA très bas et l'effet que les plus latentes peut même diluer un petit peu la plus-value latente et c'est pas forcément positif. Et effectivement, notre étude, il y a plein de questions. En fait, jusqu'à mai 2020, on sait ce qui s'est passé, ce qui vient après. On peut penser différentes façons de les faire et postuler différents scénarios possibles. Et il y a des autres questions, c'est quoi? Oui, donc tu as une question sur quel est l'impact de projection sur les taux de PB distribués versus taux historiques? Et on avait calibré notre... je crois qu'on n'a pas mis les slides, mais on avait un bel slide à un moment donné dans lequel on regarde les taux servis par les marchés et les taux qui sont donnés par la régression qu'on a fait et on est très bien collé, y compris pour les 31-12-2019. Et après, on verra qu'est-ce que ça fait pour 2020. Et puis, tu as une question sur le runoff. Est-ce que c'est lié à une particularité Solveo, la non-modélisation en runoff? Attends, juste pour être clair. Le runoff, il est dans la partie Solvade, on respecte la frontière des contrats telle qu'elle, on n'a pas de sujet. Et c'est juste que dans la partie déterministe, ça veut dire dans la partie qui vient de mai 2020 jusqu'à décembre 2021, comme on est dans la réalité, on est censé répliquer ce qui se passe dans la réalité, on a préféré mettre des nouvelles affaires parce que ça nous semblait plus réel. Après, la question, c'est plus par rapport au montant des nouvelles affaires qui peut arriver dans cette période-là et sur laquelle on peut avoir beaucoup de questions. Mais mettre des nouvelles affaires, ça fait beaucoup de sens. Et ça, il y a des modèles qui le font aussi. On n'est pas les seuls, à ma connaissance. Donc, on arrive à la fin de la présentation. Donc, on voulait vous présenter nos principales conclusions. Donc, en fait, la première conclusion, c'est que sur cette compagnie moyenne, on aura un impact quand même très, très significatif de la crise à fin mars. Donc, vous avez vu que le ratio de couverture perdrait environ 100 points. Encore une fois, c'est une moyenne représentative. Donc, on passerait de 275% qui était notre base de départ, donc tout proche du 267% publié, à 173%. Et ça, c'est en prenant en compte justement la PE dans les fonds propres excédentaires. Et si on repartait sans fonds propres excédentaires, on
on serait, donc ce qui est plus homogène, je dirais, à quelque chose plutôt fin 2018, de 215 à 111%. Donc, vous voyez, en fait, ce cadeau, entre guillemets, qui a été fait à fin 2019, en fait, il prend tout son sens au moment de la crise, enfin, bien que ce soit, encore, je répète, complètement un hasard. Donc, on aurait eu en moyenne un ratio très très près des 100%, qui veut dire que on aurait certainement eu parmi les compagnies des compagnies qui auraient cassé la barre des 100%. Donc, qu'est-ce qui explique, comme on l'a vu ensemble, donc il y a plusieurs phénomènes qui interagissent. Donc, au numérateur, on a une très forte perte au niveau des fonds propres, donc puisqu'on est en net asset value. Donc, on a la valeur des marchés des actifs qui baisse très très fortement pour un baisse estimé, donc au passif qui lui varie moins significativement. Donc, c'est la perte au niveau de la NAV qui est très impactante. Et puis, on a une baisse du SCR qui est liée à la baisse de la valeur de marché, notamment des actions et de l'immobilier et des obligations, mais qui est moindre en fait que ce qu'on perd au numérateur à l'actif. Troisième point, donc on voit qu'on est à fin mai au-dessus avec et sans PPE des 100%, avec, vous voyez, donc une remontée qui est quand même très très lente, puisqu'on a une reprise des marchés, mais qui est contrecarrée par l'effet des mesures contracycliques qui sont quand même très très importantes. Donc on avait bénéficié d'un dampeneur vraiment et d'un vivier très positif à fin mars, et en fait on repère un peu le bénéfice de ces mesures contracycliques au fur et à mesure que les marchés remontent, ce qui vous montre que finalement la reprise du ratio, certes elle est là, mais elle est assez lente et elle va se faire de manière assez lente dans le temps. Puisque justement, qui dit contracyclique dit à contresens de la variation des marchés financiers. Donc, la gros amortisseur qu'on avait eu en mars perd un peu son effet en avril et en mai. Et dernier point, même si vous l'avez bien souligné dans toutes vos questions, on a fait des sensibilités, on n'a pas tout fait. Effectivement, on ne s'est pas mis en situation globale de run-off plus rachat. On a continué à prendre des affaires nouvelles. On a fait quand même des sensibilités. Avec un stress test de crédit, ça nous semblait très intéressant de regarder un effet crédit. Et là, effectivement, si on part dans du défaut, notamment ce qu'expliquait Martin, donc un taux de défaut de 20% avec seulement 70% de recouvrement, une peur de 6% sur le portefeuille obligataire et une dégradation des ratings. Donc là, on casse la barre vraiment des 100%. Et on tombe dans des ratios qui seraient situés entre 77 et 86%, sans prise en compte de la PPB. Et avec prise en compte, on a des ratios qui se situent entre 109 et 145%. Donc là, on revient, je dirais, dans la zone qui est quand même plus inquiétante, la zone des 100% de ratio de couverture. Je crois qu'on avait encore des questions. Alors, on en a une sur l'écart de l'hypothèse entre le rendement de l'immobilier et le rendement des actions. Dans les scénarios déterminés. Oui. Donc, on avait un 5% action avec 3 plus 2, ouais. 3 de réévaluation et 2% de dividendes. On avait une hypothèse sur l'immobilier de 4%, avec 3% de loyer, Martine, et 1% de revalo. Oui, et c'est vrai qu'on est resté très prudent par rapport au rendement action, surtout au rendement action. Et c'est, oui. Après, ça aurait pu être un peu plus haut, c'est vrai. Martine, moi j'ai une question. Le fait qu'on ait fait une projection au plus tard, je dirais fin d'année, donc dans quelques mois, est-ce que ça joue beaucoup, savoir si on n'avait pas pris 4%, 5%, enfin, si on avait pris des taux un peu supérieurs ou inférieurs, est-ce que vraiment on aurait eu des impacts très importants, puisque quelque part on n'a même pas 6 ou 7 mois de projection. Donc c'est pas ça qui va changer le fonds. Oui, en fait, oui, les fonds propres, quoi. Oui, on a voulu. C'est pour ça aussi qu'on a voulu aller jusqu'à 31 août 2021 pour avoir du temps pour que les choses se regardent. Oui. Aussi parce que personnellement, je ne crois pas que les effets seront finis le 31 août 2020 et on continuera à avoir des effets des crises l'année prochaine.
Ça, ben, évidemment, c'est une position personnelle. On ne sait rien du tout. Mais ça a donné du temps pour que les choses se déroulent. Martine, on a une précision qui est demandée sur les taux de PB distribués, c'est-à-dire les taux servis. Donc, c'est pas les… Oui, on les a pas mis. Voilà, à fin 2020-2021 et pas le calage du modèle sur les taux historiques. Je suis désolé, je me suis mélangé parce qu'il parlait d'historique à un moment donné dans sa question, je suis désolé. Et les taux de PB distribués futurs, on les a regardés. Et ils étaient à peu près au même niveau que ce qu'on a cette année-là. Et c'est peut-être que ça colle avec votre question de management d'action, dans lesquels probablement ce qu'ils vont faire les assureurs, en tout cas je crois que ça peut être une bonne idée, c'est avoir des taux de PB assez faibles fin 2021, fin 2021. Et dans les modèles, je crois qu'on a servi plus que ce qui probablement va arriver. Alors c'est un point important dans lequel je crois qu'on n'était pas assez prudent, je ne sais pas comment dire, on n'a pas gardé toute la richesse qu'on a pu garder pour plus tard. Oui, effectivement. En fait, on n'a pas modélisé un comportement de l'assureur qui dirait face à la crise, je vais servir beaucoup moins et je mets de côté de la PPB. On a continué à prendre, à servir les taux sur une logique de marge qui ne tenait pas compte en fait que l'assureur pourrait avoir un comportement volontariste en matière de baisse des taux servis. Ce qui peut expliquer en partie pourquoi on est si bas. Hein. Évidemment, donc ça a un impact sur le ratio de solvabilité. Ouais. De mettre plutôt en PB plutôt que de servir, et qu'on sait que maintenant la PB rentre dans les fonds propres excédentaires, ça améliorera effectivement les ratios. Écoutez, je vous dis un grand merci. Merci aux orateurs, donc Michael, Martine. Merci aussi à vous qui avez assisté. On est à vos dispositions. Comme ça avait été dit, les slides, excusez-moi, seront publiés, comme Samuel l'a dit, sur le site de l'Institut. Donc, vous pourrez retrouver tous les chiffres, la présentation. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée. Et j'espère qu'on aura d'autres occasions de s'exprimer au niveau du GTALM. Et je vous dis à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci.